Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment on crée une stratégie de suivi de tendance multi-actif, le tout sans utiliser d'analyse technique, et on finira par un backtest pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, bienvenue, moi c'est Guillaume, je suis passionné de trading algo et de finance quantitative, et aujourd'hui on va voir les stratégies momentum suivi de tendance avec un portefeuille multi-actif. On va commencer par télécharger des données, donc crypto en l'occurrence, mais si vous voulez mettre du forex, des actions, ça marche aussi. Donc ça, on va avoir un notebook bien sûr que je vous mettrai en description ou en commentaire, vous pourrez retrouver tout le code et le lancer directement sur vos PC ou vos Mac. Donc on va télécharger les données. Là pour notre exemple j'ai pris 10 actifs mais vous pouvez monter plus si vous le souhaitez. Ensuite on va créer des features, des indicateurs basés sur un petit modèle de machine learning et 2-3 statistiques qui vont nous donner des tendances et du momentum, un peu l'accélération on va dire. Ensuite on aura une stratégie qui va nous générer des entrées et des sorties avec des tailles de position. Et ensuite, avec Vector BT Pro, on pourra faire un backtest pour voir un peu si la stratégie se comporte comme elle devrait et comment on pourrait l'améliorer ou pas par la suite. Donc on va commencer avec le notebook suivi de tendance. On va retrouver donc des librairies classiques, NumPy, Panda, etc. On va avoir Vector BT qu'il faudra installer, Bokeh qui va nous servir pour les interfaces graphiques, Binance Client pour télécharger les données historiques. Utile, c'est un fichier .py où il y a les fonctions qu'on va utiliser que j'ai stockées à l'intérieur, parce que sinon ça va être un gros pavé le notebook et ça va pas le faire. Ensuite, donc pour télécharger les données, moi j'ai créé ici une petite liste des cryptos qu'on va utiliser. J'ai mis attention là aux biais de survivants, biais de sélection. C'est en gros si vous dites je veux trader le top 30 et que vous prenez le top 30 aujourd'hui, c'est biaisé parce que le top 30 on va dire que c'est les cryptos qui ont marché ces derniers mois, ces dernières années, et vous n'aurez pas des cryptos comme FTT, Luna, ou si c'est des actions qui ont disparu ou qui ont mal performé. Donc moi je sais qu'à l'intérieur j'ai mis aussi des cryptos qui n'ont pas eu une très belle perf pour pas qu'il y ait que des, je sais pas, comme Solana je crois il dit, voilà, qui a une belle performance. Si vous mettez que des actifs qui ont une super performance, forcément les résultats seront exceptionnels, mais bon, que en backtest quoi. Ensuite là j'ai mis donc de 2022 à août 2025 pour l'instant. Donc là voilà, je vous ai mis un petit code. Si jamais le fichier ici crypto.parquet il n'existe pas, on va télécharger les données crypto. Et si le fichier existe déjà, on va venir le lire. Comme ça, vous pouvez récupérer les données après et on ne va pas spammer l'API Binance qui va nous envoyer dans les choux. Vous pouvez remplacer, vous amuser ou utiliser YFinance ou d'autres providers pour utiliser, je sais pas, avec des actions si vous êtes plutôt dans les actions ou dans le forex. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec ça. Donc je vais lancer tout ça. Là, moi j'ai déjà le fichier, donc c'était donc du H4 avec ces infos-là, ces tickers et ces dates. Donc là, ça a été téléchargé. On retrouve bien le open, high, low, close, volume, etc. Là, il y a les données sur la liquidité, sur les takers, mais là, pour le suivi de tendance, on ne va pas forcément s'y intéresser. Maintenant, il va falloir qu'on crée notre stratégie et pour ça, on va repasser sur les graphiques pour bien comprendre le concept. Donc pour détecter les tendances, on va utiliser un modèle de machine learning qui s'appelle une régression linéaire qui est très simple, hein. Lui, on va lui donner un ensemble de points, donc nous ça va être le prix, donc en fonction du temps, et lui il va chercher à tracer la meilleure droite possible, donc qui relie au mieux tous les points, donc qui se rapproche le plus possible du prix. Et en sortie on va voir le slope qui est la pente, donc en dollars par exemple par heure ou par minute, en fonction de votre échelle temporelle. Donc avec ça on va pouvoir s'amuser à détecter la tendance. Donc ça, hein, on ne le fait pas sur l'ensemble du prix, ça va être finalement juste un échantillon de ce qui va se passer avec nous, hein. Donc nous, on a le prix par exemple qui va sur 2 ans, et en fait on va avoir des fenêtres par exemple sur une semaine, sur 2 semaines, sur un mois, et à chaque fois on va s'amuser à tracer voilà, la droite qu'on a vue ici, et d'avoir la pente. Donc on fait ça tout le long du prix, et à la fin ça va nous donner voilà, une sortie avec en gros la pente, est-ce que ça monte, ça descend, est-ce qu'on est neutre, etc. Donc avec ça, on va pouvoir détecter la tendance. Le seul problème de ça, c'est que ça va pas être normalisé entre chaque actif. Donc si vous avez un actif qui vaut, je sais pas, 2000 $ et un autre qui vaut 10 $, forcément, il y en a un qui va avoir une pente, je sais pas, de 5000 $, enfin une pente importante, et un autre qui va avoir une pente très faible de quelques centimes. Donc en fait, si vous les affichez sur le même graphique, en fait, ça va donner ça. Il y en a un qu'on verra quasiment plat, qui sera tout aplati, et un autre qui aura une amplitude assez grande. Et on pourra pas s'amuser à dire là en fait dès qu'on passe ce seuil là, on passe à l'achat ou à la vente.
Ça marchera pas, il en faudrait limite un par actif et ça va pas être généralisable du tout. Donc l'idée est bonne, mais le slope, la pente, est pas utilisable sur un portefeuille multi-actif. Mais on a de la chance pour pallier à ça, parce que la régression linéaire, elle nous donne la pente, le slope, mais elle nous donne aussi d'autres statistiques, dont ce qu'on appelle les résidus, hein, c'est en fait chaque distance qui sépare la droite de tous les points, un peu l'erreur qu'il y aurait, donc si on a un marché hyper volatile et qu'on commence à avoir des points qui partent dans tous les sens, forcément il y aura une très forte erreur, et à l'inverse, si on a un marché très linéaire, on aura une très faible erreur. Donc tout ça pour dire que cette statistique-là, on va pas faire de maths ici, mais elle permet de nous calculer l'erreur standard de la pente, et tout ça, finalement, ça nous donne la t-statistique, c'est ce qui nous intéresse, parce que ça va être simplement la pente qu'on aura divisée par l'erreur standard, et tout ça, hein, c'est juste pour vous dire qu'on aura des dollars divisés par des dollars, et qu'en fait la t-statistique, ça va être une sortie qui va être normalisée, comparée à la pente qu'on avait avant, qui évoluait en dollars. Et du coup ça va fonctionner pour tous les actifs. Donc là je vous ai mis une image comparative, donc ici c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on voit la pente qui évolue en dollars, et où les actifs sont pas très comparables. Et si d'un coup on affiche la t-statistique, ben on aura quelque chose qui ressemble à ça. Donc une échelle beaucoup plus petite, et surtout on voit que peu importe l'actif, ils auront tous des cycles différents, mais ils seront normalisés sur la même échelle. Et du coup, bah, en fait, on pourra venir mettre un seuil, par exemple ici, pour dire, bah, en fait, dès qu'on passe tel seuil, on rentre à l'achat pour surfer la tendance haussière, par exemple. Donc ça, c'était la théorie rapidement. Si vous voulez le détail, vous pouvez aller voir sur régression linéaire tout ce qu'on peut avoir en sortie et les maths qu'il y a derrière, si jamais c'est un sujet que vous voulez creuser, si vous êtes curieux. Mais voilà, ça, c'est vraiment les bases pour comprendre la suite du notebook. Et on va voir ça en pratique tout de suite. Donc maintenant qu'on a vu les indicateurs qu'on va pouvoir utiliser, on va regarder la stratégie qu'on va réaliser. Donc nous, notre stratégie, elle va être simple. On va utiliser une t-statistique donc sur une période assez courte, donc par exemple 20 périodes, pour générer des signaux d'achat ou de vente. Le problème avec ça, c'est que si on a une longue tendance baissière par exemple, bah, sur le court terme, on a beau avoir des hausses, en fait on va se faire sortir à chaque fois et la performance va être assez mauvaise. C'est pour ça qu'on va aussi avoir une t-statistique plutôt longue sur 200 périodes, qui elle va mesurer la tendance et l'accélération plutôt moyen-long terme, et ça nous permettra de filtrer quand il n'y a pas de tendance ou si on a une forte tendance baissière, nos signaux d'achat et de vente qui sont sur du suivi de tendance mais plutôt court terme. Donc une partie pour détecter un début de mouvement haussier et l'autre pour vraiment filtrer sur la tendance de fond et le momentum. Et en sortie, on aura nos signaux d'achat et de vente. Pour faire ça, dans le notebook qu'on va aller voir tout de suite, il y a une fonction qui s'appelle Process Multiple Crypto. C'est dans utils.py, mais tout ça pour dire qu'on va retrouver donc les réglages de la fenêtre courte pour la t-statistique courte, la fenêtre longue pour la longue, la moyenne mobile, donc ça va être pour la fenêtre longue, ça va nous aider à mesurer le momentum. Et ensuite on va avoir le niveau pour prendre un long ou pour vendre sur la t-statistique courte. Et pour finir, ça va être un seuil pour éviter les fortes tendances baissières. Mais on va voir ça tout de suite dans le notebook. Donc là j'ai rajouté, là il y a les données, donc ça va être le data frame avec toutes les données crypto, là la liste qu'on va traiter. Là on a en nombre de barres le maximum de temps qu'on tient une position pour pas qu'une position puisse durer 6 mois par exemple, pour favoriser le fait que les actifs tournent et qu'on n'ait pas toujours un actif qui bloque toutes les positions. Donc là on a les fenêtres dont on vient de parler, on va afficher tout ça rapidement. Donc là on calcule pour chaque actif tous ses indicateurs et ses signaux. Donc en sortie on voit bien par exemple là pour ça c'est un dictionnaire, et si je vais voir par exemple ETH USDT, on va retrouver donc la t-stat courte, la t-stat longue, la tendance avec la SMA et le signal, est-ce qu'on achète, on vend, etc. Donc on va regarder ça, donc là par exemple sur Ethereum, pour voir ce que ça dit graphiquement, parce que bon, c'est bien beau dans des chiffres, sur des schémas, mais dans la vraie vie ça donne quoi? Donc en bleu clair on a la t-statistique courte, donc sur 20 périodes, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de bruit, mais ça vient prendre les tendances court terme, et en vert, qui passe vert et rouge, on a la t-statistique beaucoup plus longue, donc celle-là vous la verrez plus à l'œil. Là on a une forte tendance haussière, donc on voit qu'ici on est fortement haussier,
Et ensuite, bah, fortement baissier, tendance baissière, haussier, baissier, haussier, etc. Et en pointillé, vous voyez, en fait, c'est une moyenne mobile que j'ai rajoutée qui nous sert à détecter la fin du tendance haussière. Donc là, par exemple, si je vais voir ici, en fait, on voit que la T statistique, donc le trait vert, en fait, si on attend qu'il redescende, je sais pas, à 0 par exemple, bah, le prix est déjà fortement descendu. Donc là, il y a une moyenne mobile, on va dire, qui suit cette T statistique, et dès qu'on la franchit, qu'on repasse dessous, c'est que c'est la fin du momentum et qu'on part plutôt sur une tendance plutôt baissière, au moins à court terme. Donc tout ça, ça va nous servir à filtrer, parce que nous on veut éviter, vous voyez, cette forte tendance baissière par exemple. On veut surtout pas être impliqué dedans pour du suivi de tendance, et c'est ce qui est fait là en fait. Dès que la T statistique longue, donc celle-ci, elle repasse en dessous d'un seuil, là je sais plus combien on avait mis, donc en dessous de 0 en fait, dès que la T statistique est en dessous de 0, on est en tendance baissière. On le voit ici, hein, ça permet de filtrer vraiment ces phases où on ne veut pas être exposé. Et ensuite, dès qu'on a une phase haussière, souvent on peut avoir du range après une forte phase, et ça pour les stratégies de suivi de tendance, ça marche pas très bien non plus, le range il faut l'éviter. Donc là en fait avec la moyenne mobile qui se fait croiser sur la T statistique, on va éviter ces périodes de range. Donc ça on peut aller le voir pour plusieurs actifs, hein. XRP par exemple. Là c'est pareil, on voit explosion de la tendance haussière, et après on commence à rebaisser, on a encore un petit pic ici. Donc voilà, là vous voyez vraiment que ça nous aide vraiment à suivre les tendances, hein, peu importe l'actif. Et après on va voir les signaux associés à tout ça. Donc dans le cadre de cette stratégie, nous on va chercher à capturer donc des mouvements haussiers, de tendance haussière, à rester flat quand ça bouge pas trop ou pendant les phases baissières. Et pour ça, donc dans cette fonction qu'on retrouve dans Utils, donc dans la fonction en fait qui s'appelle Generate Clean Signals, en fait on va retrouver les conditions que j'ai mis. Donc en fait, donc sur chaque actif, barre par barre, on va regarder. Déjà pour rentrer en position à l'achat, il ne faut pas qu'on soit déjà en position. Là c'est une position à la fois par actif. Ensuite on va regarder si on a franchi, donc je crois que c'était 2, donc sur la T statistique courte, un certain seuil, et qu'avant on était en dessous, donc on le croise à la hausse. Après on va regarder en fait, est-ce que la T statistique long terme, on valide qu'on a une tendance haussière assez forte, au-dessus du seuil qu'on a mis, donc là qui est 0. Et la troisième, c'est que le momentum, donc la SMA, est bien en dessous de la T statistique longue, pour valider qu'on a le momentum qui est toujours là. Et donc si on a ces trois conditions, on prend un signal d'achat. Donc ça c'est la stratégie qui va être appliquée à tous les signaux par la suite, donc dans chaque actif. Et donc maintenant pour le backtest, il va falloir réagencer un peu ces signaux, ces prix, avec des entrées et des sorties pour Vector BT Pro. Et ensuite, si vous n'avez pas vu, hein, où il y a plein de tutos, hein, sur Vector BT Pro, c'est assez simple à utiliser pour faire des backtests multi-actifs. Il y a une version gratuite qui est largement suffisante. Donc là, j'ai simplement donné les prix, les entrées, les sorties, donc de tous nos actifs, hein, des 10 actifs, les signaux de tous ces actifs. Donc là, j'ai simplement donné les signaux, les entrées, les sorties de nos actifs. La taille, là j'ai mis une taille fixe, donc par exemple 30% par trade. Ça peut être quelque chose de fixe ou quelque chose qui dépend par exemple de la tendance, hein. Vous pouvez allouer plus à ceux qui ont une T statistique plutôt haute et moins à ceux qui ont une T statistique, donc une pente moins significative. Vous mettez moins de taille par exemple. C'est plein de choses à tester, hein. Il y a de quoi faire. Cash sharing, c'est pour que entre tous les actifs, on partage le même portefeuille. Et ensuite, bon, les fees et slippage pour que ça soit quand même réaliste. Donc voilà, là on a fait un backtest donc, de 2022 jusqu'au mois d'août. On a là un total return, donc 155%, 24 drawdown. On a aussi, il faut faire gaffe, donc 349 trades. Si vous faites un backtest sur 2 ans et que vous avez 10 trades, bon, statistiquement ça vaut rien. Et bon, il y a de grandes chances que ça soit le hasard et ça va pas du tout. Donc il faut vraiment que vous ayez quand même un nombre significatif de trades qui colle à la période. Donc, à regarder. Le win rate, bon, sur du suivi de tendance, on est autour de 30%, donc ça colle, hein. Là, on voit le meilleur trade et le plus mauvais trade.
Et surtout on va avoir un Sharp ratio voilà, un peu au-dessus de 1, donc pour du suivi de tendance c'est correct. Et ce qui va nous intéresser c'est, ok notre stratégie elle fait ça, mais en fait le benchmark, donc, qui sont les 10 altcoins que j'ai pris, est-ce que ça a fait mieux ou pas? Parce que si ça fait moins bien, on va pas s'emmerder, on va juste acheter les 10 cryptos et puis ça ira très bien. Donc là, le benchmark, donc les 10 cryptos que j'ai, on l'a ici. Donc là, on voit clairement qu'on le surperforme. Et voilà, le benchmark, il a dû faire 1.5, de faire 50%. 50% de perf. Et nous, on est à 150, je crois. Mais surtout, on voit que là, en fait, dans cette phase baissière de range, on n'a pas pris la baisse. Et bon, s'il n'y a pas de tendance, on ne va pas gagner d'argent avec du suivi de tendance. Il n'y a pas de miracle. Là, ça serait plutôt des stratégies de retour à la moyenne qu'il faudrait utiliser. Mais c'est d'ailleurs l'avantage d'avoir un portefeuille avec différents types de stratégies. Là, on n'en voit qu'une. On sait que par exemple, dans cette phase, elle est nulle, elle ne marche pas. C'est pas son job de faire de l'argent ici. Donc, il faudra une autre stratégie qui, elle, est très forte dans ces périodes et plutôt mauvaise, on va dire, dans des fortes tendances. Mais bon, ça, un autre sujet de vidéo. Et voilà, du coup après on voit que dès qu'on a une tendance qui commence à se dessiner, on capture de la performance, voilà, range, etc. Bon, il se passe pas grand chose. Repique de suivi de tendance, on le capture aussi. On esquive une partie de la baisse. Et finalement on voit que sur le long terme, on surperforme, on a quand même des baisses qui font moins mal sur des actifs qui restent quand même risqués, hein, sur des altcoins. Donc ça fait son job, ça reste intéressant. Et il faut aussi regarder, donc là en fait j'analyse dans le backtest la performance par actif. Et là ce qui est intéressant c'est de voir quand même que la performance elle a été diluée sur un top d'actifs. C'est pas par exemple il y a Dodge qui a fait 500% j'ai envie de dire sur une taille de position à 30% du portefeuille et après tout le reste est à 0 voire en négatif. Ça serait mauvais signe et ça veut dire que ce serait pas très robuste. Et c'est pour ça aussi qu'on a un argument qui est la détention maximum ici. Si on le met pas, on peut voir qu'on peut avoir des actifs qui vont prendre le dessus et on va rester alloué tout le temps sur ces actifs. Et ça va pas être très robuste dans le futur. Donc voilà, on a vu comment faire une stratégie de suivi de tendance basée sur un petit modèle de machine learning qui est la régression linéaire. Après on a une fenêtre courte, une fenêtre longue, le momentum avec une petite SMA pour éviter les baisses en plus. Et déjà rien qu'avec ça finalement on arrive à avoir quelque chose d'assez robuste. Et là il faudrait faire de l'optimisation de paramétrage. Mais bon ça sera encore le sujet d'une autre vidéo, les backtests, parce que là ce qu'on a fait, dans la vraie vie j'ai envie de dire en production, il faut éviter de le faire sinon on va avoir des mauvaises performances. Il y a toute une procédure à suivre pour faire des backtests avant d'aller en live pour éviter tous les biais. Mais ça donne déjà voilà, une idée du comportement et visuellement de voir que ça fonctionne. Donc voilà, je vous invite à aller explorer un peu les fonctions de notebook et modifier des paramètres, ajouter des indicateurs, essayer avec les actions ou les actifs que vous tradez. Et voilà, familiarisez-vous un peu avec tout ça et puis ça vous donne déjà une très bonne base pour vous lancer en suivi de tendance.